François Asselineau, bonjour. Bonjour. Vous êtes tête de liste de l'UPR aux élections européennes et vous êtes le candidat qui s'est présenté aux élections présidentielles pour porter un projet, le Frexit, c'est-à-dire l'idée que la France doit sortir de l'Union européenne. Du coup, qu'est-ce que vous faites comme candidat pour aller siéger au Parlement européen? Quelle logique y a-t-il là-dedans? D'abord, un parti politique se présente aux élections. Sinon, on trouvera toujours une raison pour ne pas se présenter. Par exemple, le fait de notre programme essentiel étant tournant autour de la libération de la France des contraintes européennes, on pourrait nous dire qu'il ne faut pas se présenter aux élections municipales, aux élections régionales, etc. Deuxièmement, nous voulons faire ce qu'a fait Nigel Farage, qui a été, lui et ses députés du UKIP, députés au Parlement européen pendant plusieurs années, et qui a rendu justement public et a donné beaucoup de notoriété à cette idée du Brexit. Donc nous, on va faire la même chose. Ça va être pour nous un moyen d'acquérir de la notoriété. Et vous savez que si on dépasse 5%, ce que je juge accessible, nous aurons des députés. Donc c'est pour nous la plus facile façon d'avoir des députés. Et puis la troisième chose que je voudrais dire, c'est que M. Macron et son parti politique En Marche se présentent aux élections françaises avec l'objectif de torpiller, de détruire ce qui reste de la France. C'est pas de la polémique, hein, c'est Aurélien Taché, le porte-parole de En Marche, qui a dit, c'était sur C8 au mois de janvier dernier, je crois, qu'il était très clair, je le cite, très clair que le programme de En Marche consistait à transférer ce qui reste de souveraineté nationale de la France à l'Union européenne. Donc s'il ne croit plus dans la France, pourquoi se présenter aux élections françaises? On pourrait retourner en miroir votre question. Disons que même si on croit à une souveraineté européenne, il faut bien administrer un pays comme la France. Alors que là, si vous étiez élu au Parlement européen, qu'est-ce que vous y feriez concrètement? Alors, comment justifier le salaire de député européen? Alors d'abord, on a pris plusieurs engagements qui se figureront d'ailleurs sur notre profession de foi. On pourra difficilement en faire moins que ce que font la plupart d'ailleurs des députés français qui ça c'est pas qui brillent par leur absence quand même. Pas tous. Il y en a qui mènent un travail de fond depuis des années. Oui, et alors, qu'est-ce qu'il en est ressorti? Regardez, José Bové a écrit un livre sur son travail de député européen, la façon dont il a été confronté à des lobbies absolument ahurissants, et on voit très concrètement justement comment fonctionne ce Parlement. José Bové, il a fait ça a posteriori, nous on va le faire pendant. C'est-à-dire que si on a des députés, eh bien, on aura notre chaîne de télévision UPR TV qui sera présente dans les locaux à Bruxelles. Et nous ferons tous les jours, ça fait partie des engagements qu'on a pris, pas tous les jours, mais toutes les semaines au moins, une émission pour expliquer aux Français ce qui se passe au Parlement européen ou à la Commission. On mènera des enquêtes, on dévoilera éventuellement des informations intéressantes pour que les Français comprennent bien la mécanique bruxelloise qui broie en fait les souverainetés. Si on a connaissance d'un dossier particulièrement croquignolet, on le mettra également en avant. Et puis on utilisera ça comme une tribune, exactement comme l'avait fait Nigel Farage. Ça veut dire que, bien sûr, vous avez des députés européens, Pervenche Berès, qui ont fait du travail, mais du travail de fourmi, que 99,999% des Français ne connaissent pas d'ailleurs. Mais en revanche, je pense aussi à des députés qui sont là depuis des années et qui, je l'insiste, brillent par leur absence. Les députés du Front National en particulier, sur les 751 députés, se situent en queue de peloton. Hein. Vous savez que le député qui a été le moins présent à Bruxelles, c'est Jean-Marie Le Pen. Et Monsieur Philippot est à peine au-dessus, hein, dans les 730 ou 740e. Sur 750, nous, on sera présents. Et puis on prendra la parole quand on pourra la voir, ce qui impose d'ailleurs de participer dans un groupe. J'allais vous poser la question. Vous siégez dans quel groupe? Eh bien, on siégera dans le groupe des eurosceptiques ou des eurocritiques. On verra, parce que comme il va y avoir certainement un grand remue-ménage avec ces élections, il va y avoir peut-être des groupes nouveaux qui vont se constituer. C'est tout à fait possible. Nous, on aura un avantage par rapport au Front National, c'est que nous ne sommes pas un parti extrémiste. Et donc on pourra faire des alliances certainement beaucoup plus facilement avec d'autres partis politiques. Et on profitera de cette tribune pour... ça va déménager, je peux vous dire, on va prendre la parole et puis on va dire ce qui... Voilà, oui, mais prendre la parole, c'est bien et ça peut permettre de convaincre quelques personnes. Politiquement,
ça ne change rigoureusement rien. C'est-à-dire que prendre la parole au sein du Parlement européen pour dénoncer les institutions bruxelloises ne fera pas tomber les institutions bruxelloises. Ah oui, ça, c'est le procès de la démocratie en général. À ce moment-là, si vous voulez, toutes les oppositions à l'Assemblée nationale, ils peuvent tous aller se coucher avec votre raisonnement. C'est d'ailleurs le raisonnement que certains tiennent malheureusement à géométrie variable. Tout à fait. C'est-à-dire, la question, c'est d'abord celle du rapport entre le poids du Parlement et le poids des États dans les institutions européennes. Finalement, c'est le rapport de force entre États qui joue. Ça fait des années qu'on explique aux Européens qu'on va renforcer le poids du Parlement et que ça offrira plus de démocratie. On voit bien que la question se joue entre les institutions comme la Commission, les institutions non élues, Commission, Cour européenne des droits de l'homme, Cour de justice, BCE, et les représentants des États qui poursuivent un but qui n'est pas forcément celui qu'ils semblent poursuivre quand ils sont dans leur propre pays. Donc le Parlement, de ce point de vue-là, ne peut agir qu'à la marge. Ça, je n'ai pas dit le contraire. J'en parlais encore ce matin à chaque fois que l'on m'interroge sur cette question. D'ailleurs, Valéry Giscard d'Estaing lui-même, je crois que c'était il y a un mois ou un mois et demi, a dit que le Parlement européen ne servait à rien. C'est un petit peu excessif, parce que le Parlement européen a quelques pouvoirs, par exemple celui d'avaliser ou pas la nouvelle commission qui se présente, et il a son grain de sel à mettre sur les dépenses budgétaires, mais pas sur les recettes budgétaires. Et puis il y a ce qu'on appelle maintenant la procédure de droit commun ou général, qui auparavant était la procédure dite de codécision, où effectivement on a besoin de l'aval du Parlement, et puis s'il y a un désaccord, à ce moment-là, le désaccord se tranche presque toujours d'ailleurs au profit de la Commission européenne. Mais ça, c'est pas moi qui suis responsable de ces institutions, vous en conviendrez. Donc ce que vous me dites là, vous pouvez le dire à tous les autres candidats. D'ailleurs, ce que j'ai dit dans un débat que j'ai eu avec le mouvement éthique, j'ai fait valoir, ou sur France Inter, j'ai fait valoir que de toute façon les programmes proposés par tous les candidats et toutes les listes, en fait, sont nuls et non avenus. Puisque de toute façon, il y a 751 députés, enfin un petit peu moins depuis le départ je crois que je n'y comprenne plus rien, parce que je ne sais pas si finalement il va y avoir ou non des députés anglais. Bon. Aux dernières nouvelles, il y en aura. Alors on ne sait pas s'il y en aura, s'il y en aura pas. Ils seront temporaires. Ils seront temporaires. Bon. Enfin bref, il y aura à peu près 710 députés, semble-t-il. Et là-dessus, la France en aura 79. Ça fait à peu près 10,5 à 11% des députés. Bon. Donc déjà, les députés français sont ultra minoritaires. Et a fortiori, chacun aura quelques députés. Deuxièmement, le Parlement européen, effectivement, ne modifie en rien les traités. Il ne peut en rien modifier les traités. Les traités ne se modifient, comme vous le savez, que par les États et à l'unanimité. Donc, de toute façon, quand vous entendez M. Bellamy, Mme Le Pen, M. Mélenchon, Mme Manon Aubry, etc., nous présenter leurs propositions d'autres Europe, ils ne pourront pas la mettre en œuvre, ça c'est certain. Donc, ceux qui seront finalement les plus fidèles, les plus transparents, c'est nous. Parce que nous, on ne dit pas qu'on va changer l'Europe, on dit de toute façon que les parlementaires européens ne peuvent rien changer du tout, ce qui est un acte de formation de l'opinion publique. Et moi, je démasque justement ces discours d'autre Europe. Ça fait 40 ans qu'on nous parle d'autre Europe. Et en plus de ça, on fera cette double fonction, c'est-à-dire que d'une part, on dénoncera dans le Parlement européen tout ce qui ne va pas, et d'autre part, de façon véhémente, et on précisera à quel point, comme l'avait fait Nigel Farage, ça avait quand même fait bouger les lignes. S'il y a eu le référendum sur le Brexit, c'est bien parce que Nigel Farage avait fait bouger les lignes. Et puis d'autre part, on fera ce que je fais depuis plus de 12 ans, c'est-à-dire de l'éducation populaire. Et donc on montrera aux Français, preuves à l'appui, caméras à l'appui, ce qui se passe dans les couloirs de Bruxelles. Parce que les autres, une fois qu'ils ont été élus, les Républicains, ça fait 40 ans qu'ils ont... Enfin, avant, c'était l'UMP, avant, c'était le RPR, le Parti Socialiste, le Parti Communiste, les Verts. Ça fait 40 ans qu'ils ont des députés européens. Et le Front National, ça fait 35 ans que M. Le Pen a été élu en 1984. Ils ont fait quoi comme formation de l'opinion publique, comme éducation populaire ? Le discours du Rassemblement National est de dire justement que les lignes ont bougé en Europe et que donc il n'est plus nécessaire de sortir de l'Europe puisqu'il y a moyen de faire des alliances avec d'autres partis. Alors ça, excusez-moi, mais c'est comme le discours de Mélenchon, c'est une trahison incroyable de leur électorat. D'abord parce que Mme Le Pen ou M. Mélenchon, quand ils disent les lignes ont bougé,
Mais c'est pas que les lignes ont bougé, c'est pas que Mme Le Pen s'entende bien avec M. Salvini ou avec le dirigeant autrichien ou voire le hongrois et le polonais qui comptent. Ça n'en fait jamais que 4 ou 5 pays. Il faut l'unanimité, il faut les 28. C'est-à-dire que si vous avez des dirigeants aux Pays-Bas, à Malte, en Slovaquie ou en Finlande qui ne veulent pas faire bouger, ça ne bougera pas. Donc tout ça, c'est... Or, ça ne bougera pas. Donc Mme Le Pen ment effrontément lorsqu'elle dit qu'il suffira d'avoir des accords avec 4 ou 5 personnes pour faire bouger les choses. Pareil pour Mélenchon. Il y a d'ailleurs une question que je trouve, vous devriez leur poser si vous les recevez. Une question qu'on devrait leur demander. Qui a décidé au Front National d'un seul coup de laisser tomber la sortie de l'Union européenne et de l'euro? Bon, moi j'ai expliqué depuis des années qu'en fait, ils avaient toujours été sciemment ambigus. Mais ce que nous voyons, nous, en ce moment, c'est qu'il y a énormément de gens qui viennent de la France insoumise et du Front National se renseigner auprès de l'UPR parce qu'ils découvrent que le parti dans lequel ils croyaient, d'un seul coup, en fait, a complètement changé de ligne. Mais vous trouvez ça normal, vous, qu'un parti politique change de ligne aux yeux d'un certain nombre de ses adhérents sans avoir demandé ni quoi ni qu'est-ce aux adhérents? Et pas sur un sujet... c'est pas sur un sujet de détail, c'est pas sur un sujet même significatif mais pas fondamental, je sais pas, par exemple la peine de mort ou ce genre de choses. Non, là c'est sur quelque chose d'absolument décisif, c'est la souveraineté et l'indépendance nationale. Il n'y a pas de sujet plus important que celui-ci. Et je suis désolé, mais on a l'impression que au Front National comme à la France insoumise, c'est un sujet que l'on traite de façon désinvolte, ce qui ne plaît pas Disons à que leurs électeurs. la position de la France insoumise est un peu différente. Elle consiste à dire qu'il y aurait nécessité de mettre en place un rapport de force et que si le rapport de force n'aboutit pas, on met en place ce qu'ils appellent un plan B, c'est-à-dire, en gros, on sort des traités. Ce qui n'est pas exactement la même chose. Mais ce n'est pas la même chose que la position du Front National. Simplement, ça nécessite là aussi d'agir au niveau de l'État. C'est-à-dire qu'on a l'impression que cette élection européenne, en fait, porte sur quelque chose de totalement différent de ce dont il va être question. C'est pour ça que je vous posais la question, que feriez-vous au Parlement ? Une fois que vous avez en effet exercé votre capacité à faire valoir des idées, à les mettre en avant, concrètement, il y a la possibilité peut-être tout de même d'utiliser cet outil, même si on le considère comme insuffisant ou ne répondant pas à l'idée qu'on se fait de la souveraineté nationale. Mais on y est pour l'instant. On y est. Est-ce que vous considérez qu'il y a des dossiers qu'il faut essayer de faire avancer dans ce Parlement en attendant qu'un jour vous ayez les moyens de mettre en place le programme qui est le vôtre ? Alors, 2 choses. D'abord, je voudrais revenir sur ce que vous avez dit parce que je trouve que c'est inexact. Vous savez que M. Mélenchon a abandonné son plan B. Donc ça n'est pas vrai. Et actuellement, le problème de M. Mélenchon et des dirigeants de France Insoumise, qui d'ailleurs ont des soucis, semble-t-il, c'est qu'ils ont laissé tomber le plan B, mais ils sont confrontés à une base qui est de plus en plus attentive aux analyses de l'UPR. C'est d'ailleurs tellement vrai que nous avons eu le ralliement récemment d'une ancienne responsable pour l'Aisne, Mme Sylvie Eyvarts, de France Insoumise, qui a été candidate aux élections législatives dans la 4e circonscription de l'Aisne en 2017, qui nous a rejoints. Et quelques jours après, c'est un conseiller municipal de Saint-Omer, dans le Pas-de-Calais, qui, lui, était du Front National, qui nous a rejoints. Ça veut dire que dans ces 2 partis politiques, il y a quand même des gens qui se posent des questions. Et comme les gens se posent des questions, ils essaient de trouver des formules chèvre-chou pour enfumer, en fait, les gens. Hein, par exemple, le Front National, la France Insoumise dit on va sortir des traités européens, mais rester dans l'Union européenne. Alors, c'est vraiment excusez-moi, mais c'est vraiment se moquer du monde. Bon. Alors maintenant, pour répondre à votre question, dans les engagements que nous avons pris et dont je commence à parler dans tous les grands meetings que nous tenons, soit dit en passant, on a beaucoup de monde. 10 fois plus en moyenne que les meetings de Madame Loiseau. Il semble-t-il, elle a du mal à dépasser les 50 personnes. Eh bien, dans ces meetings, nous prenons des engagements, notamment une partie du salaire des députés que nous aurons sera reversée à l'UPR, à hauteur du maximum autorisé par la loi. Et puis, nous avons également un engagement qui est celui qui est une question qui est judicieuse que vous posez, qui est en effet, au jour le jour, il y aura des questions qui se poseront. Et nous avons pris la décision qu'on ne pratiquera pas la politique du pire. C'est-à-dire que on votera en fonction des votes dans ce qui nous paraîtra le plus conforme à l'intérêt de la France, à l'intérêt des Français, à la paix du monde. La paix du monde, par exemple, vous savez que le Parlement européen se mêle de ce qui ne le regarde pas. Ils ont fait un vote pour reconnaître la légitimité de Guaidó au Venezuela contre Maduro. Bah, typiquement, là, on votera non.
on ne soutiendra pas Guaido contre Maduro parce que nous estimons qu'il faut respecter le droit international public et la non-ingérence dans les affaires intérieures. On votera également pour tout ce qui est dans le sens de la protection de la vie privée, dans la protection de l'environnement, dans le bien-être animal, etc. Donc, par exemple, la PAC, vous la votez, vous ne la votez pas? On examinera, bien sûr, on examinera tout ça de façon attentive, et au bout du compte, on votera dans le sens de l'intérêt des Français. C'est-à-dire, par exemple, sur un sujet comme la PAC, pour vous, quel est l'intérêt des Français? L'intérêt des Français, c'est déjà que les Français, qu'il n'y ait pas une renationalisation de la PAC, parce qu'actuellement on va dans cette direction, c'est-à-dire qui dit renationalisation de la PAC, dit que la participation des financements qui revient à la France va diminuer. C'est-à-dire qu'on paiera de plus en plus. Donc on considère que ça n'est pas bien, même si la PAC présente de nombreux inconvénients par ailleurs. En tout cas, il y a une chose qui est certaine également, c'est qu'on essaiera de ne pas se tromper de bouton de vote. Hein, parce que vous savez que M. Mélenchon, pour ne pas le citer, s'est spécialisé dans les erreurs de vote. Et puis pas rien, hein. Vous avez vu, 266 erreurs de vote lors de son mandat. Parce qu'il y a un truc qu'il faut savoir au Parlement européen, c'est que vous pouvez voter une chose et puis dire « Ah, je me suis trompé » et faire ensuite une correction de vote. Sauf que votre correction de vote, elle est portée au public, mais le vote initial reste valide pour tout le temps. C'est comme ça que, par exemple, que M. Mélenchon a voté la réintroduction des farines animales et puis après il a dit « Ah mince, je me suis trompé ». Alors ça, une fois, 2 fois, 5 fois, ça peut arriver, mais 266 fois, c'est un système. C'est-à-dire que ça permet à M. Mélenchon de jouer double jeu constamment, c'est-à-dire de voter en fonction, à chaque fois, ce sont des votes absolument ahurissants qu'il a fait, qui vont dans le sens de ce qu'il prétend combattre, de l'oligarchie financière, de l'agro-business, etc. Et puis après, vis-à-vis de ses troupes, en disant non, je me suis trompé. Ben ça, on fera pas. Actuellement, on a au sein de l'Union européenne une puissance de plus en plus grande de l'Allemagne pour une raison simple, c'est que les Allemands sont visiblement beaucoup plus doués que nous. D'abord pour aller conquérir les postes essentiels, les postes clés, et ensuite pour se trouver des alliés. C'est-à-dire que quand ce n'est pas un Allemand qui détient un poste clé, c'est un Autrichien, c'est un Hollandais. La France a besoin de se positionner parce que là encore, mettons qu'un jour on vote le Frexit en France peut-être, mais en attendant, comment préserve-t-on les intérêts de la France? On ne peut pas les préserver. C'est bien pour ça qu'il faut le Frexit. Parce que il se trouve que d'abord l'Allemagne est le pays le plus peuplé de l'Union européenne. Ça, vous n'y pouvez rien. Celui qui a le plus de députés. Malheureusement, Chirac a lâché ça au moment du traité de Nice. L'Allemagne se trouve au barycentre géographique de l'Union européenne. Ça n'est pas de ma faute, c'est parce qu'il y a eu l'élargissement à l'Est. L'Allemagne bénéficie d'une monnaie qui la sert considérablement. Vous avez vu cette étude qui a été faite par un think tank allemand, enfin pas seulement un think tank, c'est un véritable groupe de recherche qui a montré que sur 20 ans, les principaux bénéficiaires de l'euro, ce sont les Allemands, et les principaux perdants, c'est les Italiens et les Français. Les Français ayant perdu la bagatelle de 56 000 euros par personne ou sur les 20 ans. On est quelques-uns à le dire depuis quelques années, voilà. Mais c'est vrai que c'est quand même mieux quand c'est un think tank allemand qui le dit. Oui, parce que a priori, ça va plutôt contre les intérêts de l'Allemagne. Donc c'est intéressant à avoir comme information. Et tout ça pour une raison très simple, c'est que l'euro est coté à mi-chemin de ce que serait le Deutschmark et la drachme. Donc l'euro est moins cher que ce que serait le Deutschmark, et donc l'Allemagne dégage des excédents commerciaux absolument géants. Je crois que c'est les premiers du monde, avec 280 milliards d'euros d'excédents en moyenne. Donc c'est considérable. Mais tout ça, c'est pas de notre faute. Hein. C'est pas de la faute des gens qui s'opposent depuis des années à la construction européenne. Bien entendu. Mais donc, concrètement, quel est notre intérêt dans l'état actuel de l'Union européenne et qu'est-ce que vous pouvez soutenir? Je précise, est-ce que vous seriez amené à soutenir, par exemple, la candidature d'un Michel Barnier à la tête de la Commission plutôt que du candidat allemand? Est-ce que vous seriez amené à soutenir la candidature de Villeroy-de-Galhau à la tête de la BCE plutôt? Oui, ce sont des questions concrètes qui vous seraient posées si vous étiez au Parlement. Mais nous les verrons au cas par cas. Il se trouve que je connais l'un et l'autre des deux personnes que vous avez citées. Je pense qu'en effet, Michel Barnier, pour être très honnête, je n'ai pas une très haute estime de Michel Barnier. Mais je pense qu'à tout le moins, ça serait sans doute préférable à l'Allemand que l'on nous promet. Je connais François Villeroy-de-Galhau, qui est quelqu'un de très bien. Alors là, pour le coup, je le connais, c'est un vrai professionnel, c'est quelqu'un de bien. Ben, ça serait bien. Mais moi, je ne crois pas beaucoup dans les chances d'un Français pour être à la tête de la BCE. On verra s'il y a la possibilité. On essaiera, nous, avec nos maigres moyens. De toute façon, encore une fois, je mets les pieds dans le plat dans cette élection.
De toute façon, aucun des députés français au Parlement européen, qu'ils soient de l'UPR, qu'ils soient des Républicains, de En Marche, du Parti socialiste ou de je sais qui, ou de la France insoumise, n'aura la possibilité de remédier à cette situation catastrophique que vous venez de décrire, qui est maintenant la construction européenne fonctionne à plein au profit des intérêts allemands, et la France est complètement marginalisée. C'est bien la raison pour laquelle on veut proposer aux Français de se libérer de ce carcan. Mais nous, ce que nous ferons par rapport aux autres, c'est qu'on fera de l'éducation populaire. Hein, ne passez pas par pertes et profits ce que je vous ai dit. Si toutes les semaines on essaye d'informer les Français en leur disant voilà ce qui se passe, je signale que notre chaîne UPR TV, il y a 111 000 abonnés maintenant, nos vidéos maintenant font 100 000, 200 000, 300 000. J'ai fait une vidéo qui a fait plus de 500 000 vues sur le pacte de Marrakech. On commence à peser sur l'évolution des esprits parce que le problème numéro 1 auquel on est confronté en France, c'est que énormément de Français ne comprennent pas les mécaniques européennes et ne voient pas ce que vous venez de dire et que je partage tout à fait, qui est désormais la domination de l'Allemagne sur toutes ces questions. Mais par ailleurs, je ne sais pas si par exemple le sujet arrive du siège au Conseil de sécurité, par exemple, puisque M. Macron a fait son pacte de Marrakech dans le dos excusez-moi, son traité d'Aix-la-Chapelle. Enfin, le pacte de Marrakech, j'ai bien aussi, mais c'est autre chose. Il a fait le traité d'Aix-la-Chapelle avec Mme Merkel dans le dos des Français et même de la représentation nationale qui n'a même pas eu son mot à dire. Vous savez que dans ce traité d'Aix-la-Chapelle, Macron a dit que la priorité de la diplomatie franco-allemande, c'était l'attribution d'un siège permanent au Conseil de sécurité. Moi, j'avais fait un commentaire en disant que c'était mettre le doigt dans un engrenage absolument terrifiant et fatal parce que ça voulait dire que la France admettait le principe que l'Allemagne avait droit à la même comment dirais-je, dignité en matière de grande puissance aux Nations Unies que la France. Et c'était formulé sur le thème que la France œuvrerait pour que l'Allemagne ait un siège au Conseil de sécurité. Il était formulé également qu'à l'ONU, on doit avoir un partage, il doit y avoir des diplomates allemands qui doivent être en permanence en mettant leur nez dans les affaires des diplomates français. On accrédite l'idée que finalement l'Allemagne est aussi légitime que la France pour avoir un siège au Conseil de sécurité. Ben, vous avez vu, la réponse, elle s'est pas fait tarder, elle a pas tardé. Hein, c'est que M. Macron, il nous a gratifié de ses nouvelles pensées pour l'Europe. Vous l'avez vu. Il avait déjà fait un discours de la Sorbonne à l'automne 2017. Toutes ses propositions étaient d'ailleurs passées à la trappe. Il nous a gratifié il y a quelques semaines de ses nouvelles pensées d'un texte qui a été, de façon très ronflante, a été publié dans les journaux des 28 pays. Bon. Moi, je vois déjà en France, personne ne l'a lu. Alors j'imagine comment en Bulgarie, les gens l'ont lu, si vous voulez. En fait, ça sert à emballer les œufs le lendemain. Mais ce qui est important, c'est que M. Macron, il a fait des propositions, justement, en donnant vraiment de sa personne, enfin de la personne de la France, plus exactement, en montrant qu'il était prêt à bouger sur le siège au Conseil de sécurité, en montrant également en matière de défense que ce que réclament les Allemands, c'est-à-dire l'armement nucléaire sous couvert de l'Union européenne, c'était pas forcément tabou puisque il a été question d'une coopération militaire sans évoquer le traité de Moscou et notamment l'article 4 qui interdit à l'Allemagne de posséder des armes nucléaires. Et puis il avait proposé également la mutualisation des dettes et à l'intérieur de la zone euro. Et il a proposé également le bouclier social, c'est-à-dire l'équivalent d'un SMIC européen. Et vous avez vu la réponse. La réponse, c'est même pas... C'est même pas Mme Merkel qui le lui a faite. C'est a fortiori, c'est pas non plus le chef d'État allemand. Puisque, justement, c'est censé être quelque chose de non officiel. Mais on sait très bien, là où je vous rejoins, c'est qu'on sait très bien que c'est la véritable réponse qu'aurait donnée Angela Merkel si... Mais qui a suivi, parce que c'est sa successeur à la CDU, qui s'appelle Mme Akaka, ce qui n'est pas très euphonique en français. Si elle devient chancelière, ça sera la chancelière Akaka. Eh bien, Mme Akaka, c'est-à-dire Mme Annegret Kramp-Karrenbauer, eh bien, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit il faut que la France cède son siège au Conseil de sécurité. Oui, c'est du jamais vu, non? Mais attendez, c'est pas bien sûr. Moi, je n'ai jamais vu, depuis 1945, enfin, j'étais pas né, mais ça n'est jamais arrivé dans l'histoire qu'un dirigeant politique qui n'est même pas au pouvoir demande d'un autre pays qu'il cède son siège au Conseil de sécurité. Nous sommes d'accord. Mais ce qui est intéressant, c'est ce que les Français sont capables de faire en face. La question que j'ai envie de vous poser... Je n'ai pas terminé quand même, si vous me le permettez. Alors, donc elle a dit qu'il fallait que la France cède son siège au Conseil de sécurité à l'Union européenne. Et puis elle a dit, s'agissant de la mutualisation des dettes, nein. Et s'agissant du bouclier social, nein.
Voilà. Et bien ça, si vous voulez, ça n'est ni vous ni moi qui sommes responsables de l'attitude allemande. Non, on est bien d'accord. La politique allemande en Europe depuis quelques décennies, c'est ce qui est à moi, et ce qui est à toi se négocie. On l'a bien compris. Donc la question, c'est de savoir 1870. comment la France réagit à cela. Or, dans les positions d'Emmanuel Macron, il y a et ça revient très régulièrement, ce concept de souveraineté européenne. Nous sommes d'accord qu'il n'y a de souveraineté que d'un peuple et il n'y a pas de peuple européen. En revanche, la question des différents types d'indépendance qui doivent être préservés pour les peuples européens est une véritable question, une question essentielle, c'est-à-dire l'indépendance militaire, l'indépendance monétaire, c'est-à-dire l'indépendance énergétique. La question est de savoir si nous avons les moyens, nous Français, de garantir cette indépendance seuls ou s'il faut la penser en collaboration avec d'autres pays, quelle que soit la forme que prendra cette collaboration. Vous, comment pensez-vous ces différentes souverainetés, car ce sont tout de même des souverainetés. Comment comptez-vous garantir aux Français qu'ils ne seront pas une colonie américaine en matière de numérique, qu'ils ne seront pas une colonie américaine ou chinoise en matière commerciale, que la monnaie qui sera la nôtre permettra de peser? Je m'explique, je pense qu'en matière militaire, par exemple, la France n'a pas tout à fait les moyens de faire cela uniquement seule et que le but est de s'appuyer sur les autres. Tout dépend de la forme que prend cette collaboration. Alors, écoutez, moi je vais vous répondre que ce sont des sujets proliférants que vous dites. Je vais vous répondre en paraphrasant De Gaulle, vous savez, dans les mémoires de guerre, quand il est parti au Liban et en Syrie, qu'il disait, en partant vers l'Orient compliqué, je partais avec des idées simples. Nous, si on a des députés européens qui vont à Bruxelles, on partira avec des idées simples. Est-ce que la construction européenne, ça existe, c'est imité ailleurs dans le monde? Non, nulle part. C'est quand même un point important. Nulle part ailleurs dans le monde. Et les problématiques que vous évoquez, vous pourriez les évoquer vis-à-vis du Vietnam, de la Thaïlande, de la Birmanie, etc., par rapport au monde d'aujourd'hui, etc., par rapport à la Chine. Je n'aspire pas à ce que la France ait le poids du Vietnam dans le monde. Mais en tout cas, s'agissant par exemple du glyphosate, par exemple, le glyphosate a été de nouveau reconduit pour 5 ans par la Commission européenne, c'était il y a quelques semaines. Il y a eu 18 pays qui ont voté pour sa reconduction. Il y a eu 9 pays qui ont voté contre, dont la France, et il y en a un pays, le Portugal, qui s'est abstenu. Donc on en reprend pour 5 ans de glyphosate. Eh bien, on a appris il y a 3 ou 4 jours que le Vietnam, puisqu'on parle du Vietnam, eh bien, a décidé d'interdire le glyphosate chez lui, point barre. C'est-à-dire qu'il faut arrêter de penser qu'on sera plus fort si on est plus nombreux. L'union fait la force. C'est une rengaine qui n'est valable que si tout le monde est d'accord dans le même sens. Par exemple, et nous sommes favorables aux coopérations internationales. Parce que, par exemple, pour faire un Airbus, eh bien là, tout le monde est d'accord en général pour que l'Airbus il fonctionne. Bon, d'ailleurs, dans Airbus, vous savez qu'il y a 15 des 28 pays qui n'interviennent pas dans Airbus du tout. Alors que vous avez dans l'Airbus A380, qui malheureusement vient d'arrêter sa production, dans l'Airbus A380, vous avez les États-Unis qui représentent 38% de la part lorsque c'est motorisé Pratt & Whitney, sachant qu'ils font déjà toute l'électronique embarquée et les trains d'atterrissage. Eh bien, nous, on dit que là, on est favorable à ces coopérations internationales. D'ailleurs, vous avez 10 entreprises françaises dans le Boeing Dreamliner. Ces coopérations internationales, c'est la clé du futur, la clé de l'avenir. Et là, ça marche puisque les forces qui se joignent ont un intérêt. Lorsqu'elles font le tunnel sous la Manche, elles ont intérêt à ce que le tunnel fonctionne. Lorsqu'elles font un projet industriel comme l'Airbus, elles ont intérêt à ce que ça fonctionne. En revanche, ce qui ne fonctionne pas, c'est l'intégration supranationale. D'ailleurs, je vous mets au défi de me citer une réussite industrielle due à la construction européenne. Parce que Airbus ou Arianespace, ce n'est pas la construction européenne, c'est de la coopération interétatique. L'Union européenne n'a pas été conçue, hélas, pour avoir une politique industrielle. Non, pourquoi hélas? Mais pourquoi hélas? Parce que on se distingue de la scène politique française par ailleurs, en insistant sur le caractère complètement antédiluvien du projet européen lui-même. C'est un projet qui remonte au minimum aux États-Unis d'Europe de Victor Hugo de 1849. Et je conseille toujours aux gens qui me bassinent avec Victor Hugo 1849 d'aller relire le texte, le discours. Ça n'a rien à voir avec ça. Ouais, le discours, c'est un discours qui dit, c'est le discours qui finance la colonisation de la planète et qui dit les États-Unis d'Europe vont tendre la main par-dessus les océans aux États-Unis d'Amérique pour coloniser la planète. Et il dit
pour rendre l'Afrique à l'homme et l'Asie à la civilisation. Voilà. Et il dit, savez-vous ce qu'on fera, au lieu de faire des révolutions, on fera des colonies. Voilà le texte de Victor Hugo. Donc nous, on dit, c'est une vieille lune. Je ne suis pas en train de vous expliquer qu'il faudrait faire les États-Unis d'Europe. Je suis en train de vous poser la question très concrètement du poids de la France dans l'état actuel du monde, c'est-à-dire alors que les GAFAM sont installés, alors qu'on a des puissances aussi fortes que Monsanto Bayer, alors qu'on a des problématiques comme celle, par exemple, qui a été réglée par le Parlement européen de la pêche électrique qui détruit absolument tous les fonds marins. Là, comment faites-vous pour régler ça en dehors il y a un dicton en français qui dit « vaut mieux être seul que mal accompagné ». S'agissant des GAFAM, si la France était qu'elle n'était pas tenue, parce que là aussi, il y a eu un blocage avec 5 États qui ont refusé la taxation des GAFAM, la France taxerait les GAFAM. Point à la ligne. Comme la France refuserait le glyphosate, comme le Vietnam. Point à la ligne. Il n'y a pas besoin d'être non plus un super géant pour mener des politiques indépendantes. S'agissant des géants du net, actuellement, par exemple, sur la 5G, le leader mondial, c'est la Corée du Sud. 51 millions d'habitants, plus petit que la France. En matière de transition énergétique. Sur la 5G, le pays qui est le plus en avance, c'est la Chine, c'est avec Huawei, et c'est justement l'objet d'une guerre économique absolument majeure. Mais en tout cas, vous ne pouvez pas... La question, c'est notre place dans cette guerre économique. Mais vous ne pouvez pas faire alliance avec des gens qui ne pensent pas la même chose que vous et qui n'ont pas les mêmes intérêts stratégiques que vous. Cette idée qui prévaut en Europe contrerie mes raisons, puisque on a maintenant 62 ans d'observation de ce qui s'est passé. Rien ne marche. J'ai participé au débat du 4 avril, vous savez, sur France 2, où il a fallu d'ailleurs que j'actionne quasiment au pied de biche pour me faire inviter, puisqu'il a fallu que le tribunal administratif mette son grain de sel, qui d'ailleurs a été critiqué ensuite par le Conseil d'État, ce qui, soit dit en passant, est un scandale, puisque pour le Conseil d'État, qu'il n'y ait aucun représentant de la sortie de l'Union européenne dans un débat au moment des élections européennes, ça serait très bien, ça serait conforme à la pluralité, au pluralisme politique. Non. Il est très important qu'il y ait des représentants pour défendre l'idée de se libérer de l'Union européenne et de l'euro. Mais encore une fois, cette idée qui voudrait qu'il faut absolument faire alliance avec n'importe qui pour être plus fort est une idée de dingue, parce qu'on ne peut être plus fort qu'à la condition de faire des alliances avec des gens qui ont les mêmes intérêts que nous. C'est exactement, par exemple, à l'OMC, c'est ce que font les pays du groupe de Cairns, par exemple, en matière agricole. Vous avez la Thaïlande, le Chili, le Canada, la Malaisie, l'Australie, la Nouvelle-Zélande, qui font partie du groupe de Cairns à l'OMC parce qu'ils ont des intérêts convergents en matière agricole, mais vous n'allez pas les revoir ensuite, par exemple en matière de services financiers ou je ne sais pas quoi, ils ne seront plus ensemble. Ils s'allient ensemble sur le sujet sur lequel ils ont un intérêt. La France devrait s'allier, par exemple en matière militaire ou en matière je ne sais pas quoi, de coopération industrielle ou de défense, avec des périmètres variables en fonction de ses intérêts. C'est ça qui est conforme à la vie. Voilà. En matière, par exemple, pour peser dans le monde, aux Nations Unies, vous connaissez ce que nous disons, eh bien, nous estimons que la France devrait être beaucoup plus présente avec les pays de la francophonie, et d'ailleurs recréer ce qui existait, le titre 13 de la Constitution de 1958, qui ensuite est tombé en désuétude puis a été enlevé, qui était d'avoir une espèce de Sénat de la francophonie, où on essaierait, c'est dans notre programme, d'avoir sur certains grands sujets internationaux, la situation au Moyen-Orient, les rapports Nord-Sud, d'avoir des alliances où on serait d'accord sur ces questions. Le problème de la construction européenne, c'est qu'on postule que par contiguïté géographique, depuis l'Algarve portugaise jusqu'à la Laponie finlandaise, on doit avoir obligatoirement tous les mêmes intérêts, les mêmes décisions dans tous les domaines. Ça ne marche pas parce que c'est faux, c'est contraire à la réalité. Si la France était la France, elle pourrait très bien avoir une politique indépendante en matière militaire. Elle l'a quand même eu très longtemps. En tout cas, ce qui est certain, c'est que plus on construit l'Europe, et plus la France est en train de dépendre des autres, et plus la France disparaît. L'idée selon laquelle la France serait trop petite pour... Je suis désolé, mais la France, elle est la 5e, 6e ou 7e puissance économique mondiale. Elle a la 2e zone économique exclusive. Sa langue est l'une des 2 langues de travail à l'ONU. C'est un pays qui a une aura, un rayonnement intellectuel, un prestige, même s'il est en déclin, qui existe encore. Si la France, avec sa 6e puissance économique mondiale,
On dit qu'elle est trop petite, mais alors que font tous ceux qui... Il y a 193 États aux Nations Unies, et qu'est-ce qu'ils font là ? Pourquoi ils ne bougent pas ? Comme je le dis souvent... La question n'est pas trop petite, mais trop petite pourquoi ? Et allez dire... Je ne pense pas qu'elle soit trop petite. Je pense que c'est une question de stratégie politique. Allez dire à Israël de fusionner avec les 27 pays alentours, au motif qu'ils seraient trop petits. François Asselineau, on comprend que si vous étiez élu député européen, vous agiriez malgré tout en tant que député européen, même en étant contre cette institution. Simplement... Nous n'aurons pas la politique du pire, je l'ai dit, voilà, nous agirons dans ce qui sera les intérêts de la France tels que nous les percevrons. Mais ça ne nous empêchera pas, au contraire, en permanence, exactement comme l'eau finit par percer le granit, c'est ce qu'a fait Nigel Farage, tout ce que nous pourrons dire dans l'hémicycle à Bruxelles ou à Strasbourg, et également faire comme rétroaction auprès du public français, montrer tous les dysfonctionnements de l'Union européenne et populariser l'idée du Frexit. Dernier point. Vous citez beaucoup Nigel Farage. La façon dont se passe le Brexit, qu'est-ce que ça nous raconte sur votre projet de Frexit ? C'est-à-dire, vous vous en sortiriez mieux ? Pourquoi ? Alors, il y a quelque chose qui apparaît. Ce qui est difficile, ce n'est pas de sortir de l'Union européenne. L'Angleterre aurait très bien pu sortir le 29 mars. C'est d'ailleurs, on a organisé une grande opération qui s'appelait La France libre de nouveau à Londres. On a eu 650 Français qui sont allés à Londres. On a organisé ça à Church House, Westminster, juste à côté de Westminster. On a eu des anciens ministres conservateurs, des anciens ministres travaillistes qui sont venus à notre opération pour justement célébrer ce Brexit qui n'a pas eu lieu. Si vous allez sur le site du ministère français de l'économie, vous verrez qu'il y a des mesures qui ont été adoptées. Tout a été prêt pour que, s'il y a un Brexit sans accord, le no deal, eh bien, instantanément, on a des douaniers français qui relèveront et prélèveront des droits de douane à l'entrée sur le territoire français, à Calais ou par exemple en provenance de Douvres. Ce qui est difficile, ça n'est donc pas tant de sortir de l'Union européenne, ce qui est difficile, c'est que les européistes acceptent le suffrage universel. C'est ça, la vérité. C'est que les Britanniques sont en train de vivre ce que nous avons vécu de 2005 à 2007. En 2005, 55% des Français ont voté non à la Constitution européenne. Les européistes ont fait le gros dos pendant 2 ans et demi. Et puis, fin 2007, on nous a sorti d'un chapeau le traité de Lisbonne, qui était la reprise à des points-virgules près de la Constitution européenne que les Français avaient rejetée. Et en bout de 2 ans et demi, et par des artifices procéduraux et par un bombardement médiatique, les Français ont fini par accepter ce qui est absolument inimaginable et qui est un crime sur lequel nous reviens. Non, mais nous sommes d'accord, mais je vous parlais du Brexit. Ça veut dire que les 52% de Britanniques qui ont voté pour le Brexit, il est en train de leur arriver la même chose. Certes, mais est-ce qu'il n'est pas en train de leur arriver la même chose aussi parce que les Britanniques veulent un accord qui ne soit pas donc l'entrée dans l'Union, enfin la continuation dans l'Union européenne, mais qui soit quand même avantageux pour eux et ayant tous les avantages. Comment vous arrivez à discuter avec des gens qui, en face, ont décidé de vous faire payer le fait que vous sortez ? Comment vous faites ? Encore une fois, comment vous vous en tirez mieux que les Britanniques ? Mais ce que les Britanniques avaient... Ce pourquoi ils avaient voté... Ce qu'ils réclament, c'est quand même d'avoir des avantages. Non, mais c'est pas les Britanniques. Non. 52% des Britanniques ont voté pour le Brexit en sortant du marché commun, en sortant de l'union douanière. Le problème, c'est que vous avez eu, je ne sais plus combien, 70% ou 68% des circonscriptions législatives britanniques qui ont voté pour le Brexit. Vous avez eu, donc, tous les indicateurs montrent que les Britanniques ont voté massivement pour le Brexit, enfin de façon en tout cas sans ambiguïté. Le problème, c'est qu'à Westminster, les députés, eux, c'est le seul endroit au Royaume-Uni où il y a une majorité contre le Brexit. C'est ça le problème. C'est exactement comme en France, j'y reviens, en 2005. Fin 2004, on avait demandé d'ailleurs, lorsque ça s'était passé au vote, je crois, le projet de constitution européenne à l'Assemblée nationale, il y avait eu 80% favorables. Et il y a eu 55% des Français qui ont dit non. Les Britanniques aujourd'hui, si on parle du peuple britannique, lui se contrefiche des accords. Il veut sortir. Oui, mais il y a des questions très très concrètes à régler, de droits par exemple des citoyens britanniques qui sont en dehors du territoire. Ça a été réglé, c'est pas le problème. Mais sauf que c'est tout ça qui derrière provoque aussi des difficultés. C'est la question de savoir comment on organise concrètement cette sortie. Écoutez,
Vous n'allez pas me faire croire que sortir de l'Union européenne serait plus compliqué que de sortir de l'Union soviétique. Ça s'est très bien passé, l'Union soviétique. Enfin, pas très bien, il y a eu du chaos, mais ça s'est passé. Très bien passé. Non, mais oui, enfin, en attendant, maintenant, il n'y a pas une seule personne en Union soviétique, ou enfin, en tout cas, il y a une très large majorité des peuples dans toute l'ex-URSS qui, pour rien au monde, ne voudraient revenir au système antérieur. Et bien là, c'est exactement la même chose. On fait mousser des prétendues difficultés. Moi, je me suis renseigné. J'aimerais bien qu'il y ait un débat de fond, d'ailleurs, en France, sur ces fameuses difficultés dues au Brexit sans accord. Je suis encore en train de les chercher. Vous avez vu, M. Macron a fait le Project Fear, comme au Royaume-Uni. Il est allé voir des maires en Normandie. Il a dit, vous vous rendez compte, si le Royaume-Uni sort de l'Union européenne sans accord, vous vous rendez compte, il y a 70% des produits alimentaires dans les supermarchés qui viennent du continent. Alors les maires étaient là, ils étaient... Ah là 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 là. Bon. Premièrement, c'est une fake news. Vérification faite, c'est 30%. Mais deuxièmement, personne n'a dit à Macron, so what? Quel est le problème? Oui, il y a 30% des produits qui viennent du continent vendus dans les supermarchés. Et alors, lorsque, par exemple, la chaîne Sainsbury's ne va plus avoir à vendre du cognac ou du camembert dans ses rayons, ils vont faire quoi? Ils vont ils vont envoyer un courriel à leurs fournisseurs de camembert ou de cognac en France en disant, voilà, ils voudraient acheter je sais pas combien de centaines de caisses de cognac, etc. Vous croyez que le fournisseur français va dire, hors de question, je ne veux plus vous livrer depuis que vous êtes sortis de l'UE? Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Il y a 193 pays aux Nations Unies. Il y en a 165 qui ne sont pas dans l'UE. Figurez-vous qu'on vend du cognac et du camembert en Suisse, si, je vous assure, ainsi qu'au Canada, au Japon, au Brésil. C'est-à-dire qu'on veut faire croire aux Français, et nous on le voit constamment, que sortir de l'Union européenne, de l'euro, ça serait entrer au Carmel. Hein, ça serait devenir la Corée du Nord. D'un seul coup, on fait... Mais qui a jamais dit ça? La Suisse n'est pas dans l'Union européenne. C'est un pays où on entre et on sort tout à fait librement. Il y a parfois des contrôles aux frontières, mais de façon aléatoire, comme c'est souvent le cas. Et puis vous avez tous les produits qui entrent et qui sortent en Suisse. Et bon, c'est la même chose avec le Royaume-Uni. Si le Royaume-Uni... Vous savez le problème, ce qu'il y a avec le Brexit sans accord? Le problème, c'est que ceux qui ont le plus peur, ce sont les européistes. Parce que ceux qu'ils craignent, c'est que ce qui est en train de se passer depuis juin 2016 se poursuive, c'est-à-dire que la situation au Royaume-Uni ne cesse de s'améliorer, vous l'avez vu, le chômage est au plus bas, les salaires ont augmenté, la consommation est dynamique, l'immobilier ne s'est pas du tout effondré, bien au contraire. Toutes les prédictions apocalyptiques qui avaient été faites, notamment par Madame Christine Lagarde, ont toutes été démenties. En réalité, vous savez, même M. Macron avait dit qu'on allait avoir 300 000 cadres de la City qui allaient traverser le Channel. Il allait mettre le tapis rouge pour les accueillir. Ben, le tapis rouge, je ne sais pas s'il l'a mis. En tout cas, on attend toujours le premier qui doit arriver. Eh bien, nous continuerons à attendre. Merci François Asselineau. Et nous reverrons à une prochaine élection où vous briguerez un mandat qui vous permettra peut-être, cette fois-ci, de développer votre programme sur le sujet de l'élection. Mais c'est quand même très important pour nous d'avoir des députés au Parlement européen, parce que c'est ce qui va nous permettre de grimper en notoriété et en légitimité par rapport aux grands médias français qui nous dénient encore beaucoup l'accès à leurs antennes. Merci François Asselineau. Merci.